Chers amis, j'ai eu l'occasion à de nombreuses reprises de vous parler des grandes icônes qui ont peuplé, je dis peuplé, les années 70, de la Royal Oak en passant par la Nautilus et autres montres assez exceptionnelles du patrimoine horloger que nous adorons. Mais il y a une montre que je n'ai pas encore abordée et cette montre, il s'agit de la Girard-Perregaux Laureato. Vous le verrez qu'il ne s'appelait pas Laureato au début, qui prend sa source dans le milieu des années 70 pour s'émanciper jusqu'à aujourd'hui pour son 50e anniversaire et l'invention d'une montre assez exceptionnelle qui arrive pour moi à point nommé et qui représente vraiment la quintessence de cette montre de sport à bracelet intégré, bien faite, dans des bonnes proportions avec un mouvement tout aussi exceptionnel. Aujourd'hui, chers amis, sur les Rabilleurs, ce sera Laureato, ce sera une montre à quartz, puisque vous verrez, Girard-Perregaux a été pionnier dans le domaine et ça, on ne le dit pas assez souvent. Et ce sera surtout cette très très belle nouveauté Laureato 50, c'est tout de suite, c'est seulement sur les Rabilleurs. Quand on parle de la Laureato chez Girard-Perregaux, il faut penser à deux choses. La première, c'est évidemment un aspect stylistique. Cette idée de lunettes octogonales avec un rond autour, ce bracelet de la première génération qui est complètement exceptionnel, ce cadran clou de Paris. Vous allez voir, je vais rentrer un peu plus tard dans les détails. Et la deuxième partie, qui est pour moi aussi importante que la première, c'est que cette montre, qui s'appelle donc pas Laureato au départ, mais Quartz Chronometer, est équipé, comme son nom l'indique, d'un calibre à quartz. Et justement, la force de Girard-Perregaux, c'est d'avoir été pionnière dans le développement des calibres à quartz. Vous le savez, dans les années 60, en général, on retient deux acteurs majeurs pour le développement du quartz. Le premier, c'est Seiko, qui va lancer son quartz Astron en 1969. Et le deuxième acteur, il est multiple en réalité, il s'appelle CEH, Centre électronique horloger. Il est constitué d'un consortium de plusieurs marques, Omega, Bulova, Patek Philippe, entre autres, mais on oublie trop souvent que Girard-Perregaux était dans la danse, mais une danse indépendante, si je puis dire. Girard-Perregaux décide de ne pas se mettre dans ce consortium de marques au milieu des années 60 pour ce développement du calibre suisse à quartz, puisqu'elle voulait garder son indépendance. Donc en fait, dès le milieu des années 60, elle va monter une équipe de recherche et développement. Pour le quartz, il y aura notamment le grand nom de Georges Vuffray qui va aider au développement et la miniaturisation du quartz. Donc Girard-Perregaux, dès le milieu des années 60, comme le CEH, se met de son côté à travailler en recherche et développement sur le calibre à quartz. Et tenez-vous bien, en 1970, à la foire de Bâle, elle présente son premier mouvement à quartz en 1971, sa première montre à quartz équipée de ce mouvement présenté en 70. C'est véritablement révolutionnaire. Le mouvement n'est pas très loin du Beta 21 qui est présenté presque en même temps, mais il est tout de même légèrement différent, notamment ses vibrations 32 768 Hz qui va devenir après un des fondamentaux des vibrations des montres à quartz. Donc le travail de Girard-Perregaux va servir de base au travail du quartz dans le futur, c'est à l'évolution du quartz, mais tout ce que je veux dire, c'est que le mouvement est plus simple que le Beta 21 et on sait très bien que le Beta 21, même si c'était un travail qui était formidable et dont je vous parlerai plus tard parmi quelques manufactures suisses, était trop complexe et c'est ce qui va aboutir à son échec. Et Girard-Perregaux notamment va va vendre ses mouvements à Favre-le-Bas ou encore à Jaeger-LeCoultre pour ses Master Quartz. C'est quand même une belle preuve de réussite. Dans cette équation donc de recherche et développement de la création du mouvement à quartz, petite anecdote que j'ai trouvée fort sympathique. D'un côté, on a certains personnages importants comme Georges Vuffray qui participe à ce développement, mais on a par exemple une société comme Motorola qui va participer également au développement. Vous savez, Allo-Moto, enfin les téléphones à clapet de notre enfance. Et vous remarquerez sur les mouvements, vous avez la petite lettre M stylisée Motorola. Une aventure assez incroyable. Voilà, donc ce que vous devez retenir, c'est que Girard-Perregaux est pionnière dans le quartz. Girard-Perregaux va imposer des fondamentaux du quartz, notamment les vibrations de la pierre, les vibrations précises de la pierre. On parle d'une minute de déviation par an. Donc vraiment, on est sur un calibre très précis que Girard-Perregaux a développé en interne, en indépendant, en utilisant évidemment des partenaires de choix. Mais c'est pour ça que dans la seconde moitié des années 70, quand ce qui est l'ancêtre de la Laureato apparaît, elle est équipée d'un calibre à quartz qui sera le calibre 705. Ça, c'était pour la partie électronique, si je puis dire, c'était pour la partie calibre quartz, pour vous expliquer comme ça cette importance des années 60, de la recherche et développement chez Girard-Perregaux pour le quartz, même pour la haute fréquence. Dès le milieu des années 60, en 1965, Girard-Perregaux est capable de présenter un calibre à haute fréquence. On oublie trop souvent que Girard-Perregaux était pionnière dans ce domaine. Longines était juste à côté et on doit saluer aussi la marque pour ses engagements en termes de haute fréquence. Quoi qu'il en soit, Girard-Perregaux, années 60, années 70, recherche et développement, haute fréquence, quartz, grosse claque.
Maintenant, on va rentrer plus précisément dans cette magnifique histoire de la Laureato qui se développe dans la seconde moitié des années 1970. On la reconnaît immédiatement par sa lunette octogonale, mais pas seulement sa lunette octogonale, mais également la base de sa lunette qui est ronde. Il y a toujours un petit mystère, un petit secret autour de la personne qui a pensé, qui a dessiné la Girard-Perregaux Laureato. A priori, il s'agit plutôt d'une équipe design en interne chez Girard-Perregaux, pas forcément un dessinateur ou un designer réputé de l'époque malgré les différentes choses qu'on a pu entendre. Bon, en tout cas, vraiment, vous avez cette idée de lunette octogonale sur base ronde. D'ailleurs, on va retrouver cette belle étendue du boîtier avec ce brossé, des chanfreins qui courent tout le long du boîtier. Évidemment, ce premier bracelet qui est à mon sens une réussite, qui va être en fait juste la composition de petits maillons articulés avec une chute assez importante. Et quand on voit la montre apparaître pour la première fois, la première génération, on a quand même un engagement stylistique important du côté de Girard-Perregaux puisqu'on voit une montre en or et acier apparaître avec son cadran blanc motif clou de Paris, ses inserts index en applique doré, ses aiguilles très fines, ça date à 3 heures. Mais vous savez que la production d'un tel bracelet en or et acier avec des inserts en or véritable à l'intérieur, c'est juste un travail de fou furieux. Ensuite, on aura la deuxième génération de Laureato qui va apparaître avec un bracelet un peu différent, avec une alternance de maillons H, de maillons centraux polis, mais légèrement bombés, qui vont donner juste une image fantastique à la Laureato. Laureato, d'ailleurs, parlons 2 minutes de ce nom. Quand la montre apparaît au milieu des années 70, elle ne s'appelle pas Laureato, elle s'appelle Quartz Chronometer. Ça lui va d'ailleurs très bien. C'est la première montre à quartz suisse certifiée chronomètre par le contrôle officiel suisse des chronomètres. Autre anecdote sympathique, on dit que ce sont des distributeurs italiens et un distributeur italien en particulier qui a pensé au nom Laureato, Il Laureato, du film de Mike Nichols avec Anne Bancroft évidemment et Dustin Hoffman, probablement la montre qu'on aurait rêvé d'avoir vue sur le poignet de Benjamin Braddock dans son Alfa Romeo Duetto Spider avec son style prépi légèrement pas pris au sérieux. J'avoue que cette anecdote me va très bien pour l'explication de cette montre et je trouve en effet que dans un imaginaire autre, la montre aurait été parfaite au poignet de Braddock. Donc pour cette première génération, il y a eu plusieurs tailles, plusieurs déclinaisons, acier, hors acier, mais la montre masculine, entre guillemets, présentait un diamètre de 35 mm. Là, on va arriver dans un domaine que j'aime beaucoup, c'est la deuxième génération de Girard-Perregaux Laureato, dans les années 80, au milieu des années 80. Pour moi, l'emblème de ces Laureato de deuxième génération, on la découvre en 1984, c'est la Laureato Équation perpétuelle. Vraiment une montre qui dévoile la quintessence du calendrier perpétuel avec à midi le jour qui évidemment prend en compte toutes les modifications du calendrier avec les années bissextiles, l'année bissextile à 9 heures et en bas dans un large guichet les signes du zodiaque. C'est vrai que cette montre elle est totalement incroyable, elle nous fait rêver en plus de la petite phase de lune qui vient se positionner entre le centre du cadran et ces signes du zodiaque. Et évidemment, mon cœur, vous le savez, va à une version qu'on a eu le plaisir de voir ici chez Bucherer que Girard-Perregaux a amenée pour l'occasion, toute réalisée en or jaune 18 carats, bracelet compris avec des petites incursions de diamants taille brillant à la fois sur le bracelet mais aussi sur la lunette. Et ce qu'a fait Girard-Perregaux, c'est juste qu'il a pris fondamentalement le mouvement quartz original de la Laureato, tout en ajoutant un petit module au-dessus pour pouvoir dévoiler ces petites complications des signes du zodiaque et de quantième perpétuel de manière générale. Vraiment une pièce de goût qui n'a jamais été aussi contemporaine. La troisième génération de Girard-Perregaux Laureato va apporter un vrai choc dans le monde horloger et va apporter un vrai choc pour Girard-Perregaux. Girard-Perregaux va vraiment rentrer dans un autre univers horloger en présentant pour la première fois sa Laureato avec un calibre automatique, le célèbre calibre 3100, qui est extrêmement fin, qu'on a tous en tête avec cette masse oscillante qui ressemble un peu à une petite hache avec ses côtes de Genève, c'est juste magnifique. Et donc 1995, troisième génération de Girard-Perregaux Laureato avec un calibre automatique. On passe d'un diamètre de 35 mm par rapport à la première génération à un diamètre de 36 mm. Et l'autre changement majeur, je vous racontais ça un peu il y a quelques minutes, c'était évidemment le changement de bracelet pour passer sur un bracelet plus reconnaissable avec des maillons H et des maillons centraux polis qui sont bien bombés, qui ont vraiment une belle architecture quand on la regarde à la lumière et quand on la regarde un peu avec de la distance. Et c'est ça qui va véritablement nous amener à la Laureato que l'on connaît aujourd'hui. C'est aussi à ce moment qu'on va voir apparaître une complication que l'on aime beaucoup chez Laureato, c'est le chronographe avec les chronographes Olympico qu'on va voir justement au milieu des années 90, de mémoire en 1996, qui sont vraiment des pièces magnifiques et où on intègre parfaitement bien dans le design de la Laureato la complication de chronographe.
La quatrième génération apparaît très peu de temps après, au début des années 2000. Vous savez vraiment, le début des années 2000, il a été un peu fou, un peu gros, un peu vulgaire. Il a été boudé ces années, on s'est dit vraiment le début des années 2000, c'était vraiment compliqué en horlogerie. Mais avec le temps, même si ces montres, on ne les portera pas, on se dit quand même qu'il y avait quelque chose, il y avait un effort stylistique, il y avait quelque chose de grand qui se passait au début des années 2000 aussi. Et c'est ce que représente la quatrième génération de Girard-Perregaux Laureato avec la Evo 3. On arrête ce côté fin, clou de Paris, on passe sur un motif avec une tapisserie un peu élargie. Et à mon sens, ma pièce favorite de cette collection Evo 3, c'est la pièce avec face de lune et grande date. Grande date d'ailleurs, si vous le remarquez sur les images de Valentin, qui est exceptionnelle, qui est particulièrement bien réussie. Vous savez, on vous a une vidéo que je vous remets juste ici sur la complication de date. Pour la grande date, vous avez plusieurs façons de présenter la complication, ou bien avec deux disques qui se touchent, deux disques qui se chevauchent. Et ici, vous avez un brevet qui a été développé par Girard-Perregaux. Vous avez deux disques qui se chevauchent, mais la beauté, c'est qu'il y a un disque qui est transparent. Et donc, on a l'impression que vraiment la date saute en un éclair. Et on voit vraiment aucune frontière entre les deux disques sur la grande date. C'est vraiment magnifique. Et je trouve que cette montre, elle respire. Cette montre, elle montre l'essence de la Laureato. C'est pour ça que je l'aime, même si elle a été beaucoup boudée. Ça, c'était pour les années 2000. Chers amis, la cinquième et dernière, je vais dire dernière, mais je vais nuancer un peu mon propos, génération, arrive en 2016 pour le 225e anniversaire de la marque. On revient sur le célèbre motif clou de Paris du cadran. On retrouve évidemment tous les points de détail stylistiques qu'on apprécie sur cette Laureato, lunette octogonale, sur une base ronde, ce plat de boîtier brossé, ce chanfrein qui court tout le long des flancs de carrure, ce bracelet avec ses deux maillons. Mais par contre, on booste un petit peu la montre en lui offrant un diamètre de 41 mm. Cette version présentée en 2016 était vraiment une version anniversaire, mais c'est lors du Salon international de la haute horlogerie, SIHH, qui était juste avant Watches and Wonders, enfin, que le nom change en Watches and Wonders, qu'on a vu la présentation en série, si vous voulez, de cette cinquième génération de Girard-Perregaux Laureato avec tous les styles dont je vous parlais avant, dans plusieurs tailles, 42 mm, 38 mm et une taille féminine de 34 mm. Donc vraiment, c'est la Laureato que l'on connaît aujourd'hui. C'est la Laureato qu'on a vue dans beaucoup de déclinaisons depuis, soit des chronographes, soit des éditions limitées avec Aston Martin, que ce soit pour ma version favorite ever, si je puis dire, la version 42 mm squelette avec un travail magnifique de squelettage, le vrai squelettage où on part d'un mouvement qu'on vient squeletter, c'est-à-dire qu'on vient ajourer des parties des ponts. Tout est calculé par des ingénieurs pour ne pas perdre en force, etc. Vous voyez ce que je veux dire quand on parle d'horlogerie. La montre est à mon sens une grande réussite. Mais j'aimerais poursuivre aujourd'hui et conclure mon propos avec la présentation pour le 50e anniversaire de la Laureato, de la Girard-Perregaux Laureato 50. Et là, on voit que Girard-Perregaux a encore cette petite effervescence stylistique qu'on a vue lors de la présentation de la première génération avec de l'or et de l'acier, qu'on a vu dans les années 2000 avec cette quatrième génération Evo 3 un peu folle, et qu'on voit aujourd'hui avec de l'or et de l'acier. À mon sens, l'or et l'acier est revenu en force, parce que l'or est revenu en force, mais ce qu'on trouvait ringard dans les années 90, c'est aujourd'hui n'a jamais été aussi chic, jamais été aussi élégant, sportif en même temps. Et ici, cette Laureato 50 présente un diamètre de 39 mm qui est juste splendide, comme vous voyez sur les images de Valentin sur mon poignet. Ça passe réellement très bien, surtout quand on mélange l'or jaune pour la lunette qui est en or jaune 18 carats plein avec ce cadran gris, anthracite, ce motif clou de Paris très délicat, ces index, ces aiguilles en or. C'est vraiment magnifique. Et ce qui est encore plus beau, chers amis, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de cette montre qu'on découvre à travers le fond saphir, à savoir le nouveau calibre Girard-Perregaux 4800, GP 4800 pour les intimes. Ce mouvement, il a été développé entièrement en interne par Girard-Perregaux. On trouve toujours, encore une fois, ce côté indépendance, ce côté vouloir faire des choses en interne, pas non plus sortir des calibres tous les 2 ans. Mais en tout cas, ce calibre, il est vraiment magnifique pour 2 raisons. La première, c'est qu'il a une taille très contenue de 25,6 mm, si on parle du diamètre, pour une épaisseur de 4,28 mm. Encore une fois, on parle d'un calibre automatique. On va avoir des finitions qui sont juste magnifiques avec des côtes de Genève, du perlage et surtout un anglage de tous les ponts en règle. Et c'est ça qu'on voit, je trouve, quand on regarde la montre pour la première fois. C'est ce côté anglais, j'aime beaucoup moi, quand on vient polir les angles. C'est vraiment le signe de qualité, le signe d'un mouvement bien réalisé. Quand on ajoute à cela une belle réserve de marge de 55 heures et l'utilisation du silicium pour les éléments sensibles au champ magnétique, on a vraiment
un calibre contemporain qui va venir comme ça se glisser dans quelques petites montres qu'on va adorer, et en particulier dans cette Laureato 50, qui est à mon sens une très belle réussite et qui vient, je pense pour l'instant, conclure mon propos en attendant d'autres belles nouveautés de la plus belle des manières. Chers amis, nous sommes partis de la puissance de Girard-Perregaux dans les années 60-70 avec son aspect pionnier dans le quartz qui va amener au développement de cette Laureato, enfin d'abord quartz chronomètre équipé d'un mouvement à quartz, le calibre 705. Et on arrive aujourd'hui en 2025 avec cette Laureato 50 qui est juste magnifique et la quintessence de l'esprit de la Laureato en or et acier avec le tout nouveau calibre que l'on trouve à l'intérieur. Vraiment, moi, ça va toucher la corde sensible d'amateurs des montres de collection, mais également d'amateurs de pièces contemporaines avec de jolies proportions. Chers amis, j'espère que cette vidéo sur l'histoire de la Girard-Perregaux Laureato vous a plu. On reviendra un peu plus tard sur l'histoire même de Girard-Perregaux qui est juste immense, qui est juste dingue, et on ira pour ça visiter le patrimoine de Girard-Perregaux en Suisse directement à la Chaux-de-Fonds. Vous verrez, c'est juste exceptionnel. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de la Girard-Perregaux Laureato et de cette nouveauté 50 en commentaire. Comme d'habitude, je prends un immense plaisir à vous répondre. Je remercie aussi nos amis de chez Bucherer pour leur accueil toujours agréable. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, ici ou ailleurs. Merci.